L'apartheid était une matrice grise, faite de lois et de règlements déployés dans tout le pays qui pénétraient, contraignaient, contrôlaient et entravaient tous les aspects de l'existence. Ces mots sont du photographe sud-africain David Goldblatt, né en 1930, qui a pendant des décennies capté en noir et blanc cette matière grise et à laquelle le Centre Pompidou consacre une minutieuse exposition rétrospective qui dure jusqu'au 13 mai prochain. C'est à cette occasion que j'ai le plaisir de recevoir Karolina Lewandowska. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conservatrice au Centre Pompidou et vous assurez le commissariat de cette exposition. Le texte que vous écrivez dans le catalogue consacré au travail de David Goldblatt s'intitule « La photographie en tant qu'acte de pensée ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je pense que dans le cas de David Goldblatt, ces photographies sont les déclencheurs d'une attitude très active et vraiment, ça déclenche la manière consciente de regarder autour de nous. Donc c'est exactement l'acte de penser. C'est un peu une idée de Hannah Arendt que j'admire beaucoup et qui a trouvé que de penser, c'est tellement essentiel et que c'est ce qui peut nous préserver du mal. David Goldblatt, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand nom de la photographie documentaire. Photographie documentaire qui est en soi un nom à la fois limpide et assez mobile. De quel type de photographie documentaire David Goldblatt est-il le nom pour vous? Parce que vous déployez différents, dans votre texte, sens de cette photographie dite documentaire, et vous dites que ces photographies ne sont pas faites à des fins artistiques. Photographie documentaire, c'est un terme très très large, surtout aujourd'hui parce qu'elle a presque 100 ans, il y a presque 100 ans depuis que le terme a été conçu ou forgé. David Goldblatt, il dérive d'une tradition qui est, je dirais, la tradition Walker-Evanienne. Donc, pour lui, Walker-Evans, c'est un grand maître. Donc, c'est le documentaire qui est engagé, mais pas militant. Donc, ça, c'est la première chose. C'est un documentaire qui n'est pas forcément comme l'école de Béchère. Donc, ce n'est pas le document qui se veut art. Lui-même, il dit qu'il est photographe. C'est plein de photographes allemands qui photographiaient notamment, pas seulement, mais les réservoirs à eau et tout ça. Oui, et qui ont quand même... L'architecture, eux, ils sont à la source d'une école documentaire contemporaine qui est rentrée dans les musées. Donc David Goldblatt, il rentre dans le musée en tant que photographe et il tient beaucoup à garder ce terme. Même si, depuis qu'il est représenté par les galeries, il a changé les formats de ses photographies et bien évidemment, il s'est adapté à cet univers des musées. Est-ce qu'on peut parler d'un style spécifique à David Goldblatt, puisque vous dites que son travail rend d'une certaine manière toute typologie formelle impossible, et en même temps, à un autre endroit, vous parlez quand même d'un classicisme presque conservateur. Il est conservateur dans le sens qu'il n'expérimente pas avec l'image. Il ne cherche pas des formes nouvelles de documentaire, par exemple. Il ne cherche pas à redéfinir le documentaire. Mais pour le style, c'est plus difficile parce qu'à chaque fois qu'on a l'impression qu'on s'approche du style de Goldblatt, il nous échappe. Il nous prouve que finalement, ce n'est pas ça. Par exemple, ce que je trouve assez caractéristique pour sa photographie, c'est que c'est une photographie assez posée. Elle est assez suspendue dans le temps. On a l'impression qu'on s'arrête. Mais juste dans la salle suivante ou dans le livre suivant, il nous montre, non, c'est aussi le reportage, c'est aussi l'instantané. Donc c'est pour ça que son style est très difficile de capter, même si, bien évidemment, ce qui est considéré comme le plus caractéristique, c'est par exemple ses portraits en face, les portraits posés. Les personnes photographiées regardent droit dans les yeux, donc ça c'est très à la Goldblatt, mais il n'est pas le seul bien évidemment à le faire. Cette exposition rétrospective sur son travail, c'est aussi une manière d'entrer dans la chair de l'histoire souvent douloureuse de l'Afrique du Sud. Quand on visite cette exposition, c'est important de le dire, David Goldblatt est très attentif, c'est lui qui écrit lui-même les légendes de ses photos, les textes qui accompagnent.
Et quand on visite l'exposition, j'ai trouvé qu'il y avait des fois presque un décalage entre certains textes et certaines photographies, au sens où il écrit par exemple qu'aujourd'hui plus rien n'entrave l'amélioration de la situation des Noirs. Sur son travail sur Boksburg, il explique que Blancs et Noirs, enfermés dans un système de contrôle délirant et d'une immoralité profonde, respirer suffisait à se rendre complice. C'était ainsi, cela n'est plus. Et des fois, quand on voit ces photos, on a l'impression que l'apartheid, même si évidemment le système juridique et politique qui le soutenait a été effacé, demeure. Oui, c'est vrai, et je pense que quand même Goldblatt, il le démontre aussi, parce que si il photographie aujourd'hui les moyens de transport communs entre Pretoria et les villages ou les villes éloignées de Pretoria, c'est pour montrer qu'entre les années 80 et aujourd'hui, finalement, la situation n'a pas tellement changé, parce que la division économique, l'apartheid économique persiste. Est-ce que le fait que ce soit un photographe blanc qui photographie cette histoire a pu poser des problèmes? Parce qu'on a, c'est un grand nom du documentaire justement sur l'Afrique du Sud, et même si lui il était descendant plutôt des petits blancs, dans un monde aussi divisé, est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est remis en cause par exemple en Afrique du Sud? Non, mais c'est pas neutre. Le fait qu'il soit un homme et un blanc, c'est pas indifférent en Afrique du Sud. On sait qu'il vient quand même d'un milieu privilégié. On sait qu'il a eu accès à certains lieux auxquels les Noirs n'auraient pas accès. Qu'il avait aussi les moyens pour faire ce métier, pour commencer ce métier. Donc tout ça, ça joue. En même temps, il ne peut pas changer la couleur de sa peau. Donc mais en Afrique du Sud, on est très déterminé par ça. Ce qui est frappant, ça m'a frappé quand je suis allée la première fois, c'est quand on parle de quelqu'un, même d'un ami ou de quelqu'un que l'interlocuteur ne connaît pas, on mentionne souvent sa couleur de peau pour qu'on sache de qui on parle. Alors on va déployer et préciser un peu ce qu'on a commencé à se dire avec 5 images, hein, c'est pas énorme sur toutes celles qu'on voit dans l'exposition ou dans le solide catalogue qui l'accompagne. La première, elle date de 79, comme ça elle paraît un peu anodine, un homme qui tond sa pelouse, mais elle n'est pas si anodine que ça. C'est difficile de remplacer David Goldblatt même en donnant des explications, donc je suis un peu gênée par ça. Mais il est en Afrique du Sud, il est passé à Paris là, mais bon voilà. Mais on l'entend dans l'exposition, expliquant notamment cette photographie-là. Donc si quelqu'un est très curieux, il faut regarder attentivement les vidéos. Oui, cette photographie, je dirais, on a l'impression qu'elle est assez innocente, peut-être même pas super précise, parce qu'on voit un petit bout de quelque chose, ça doit être le toit de la maison à côté. Mais en fait, pour lui, c'est une des photographies qui décrit la situation dans les années 60 ou 70, parce qu'il dit en regardant cette photographie qu'en voyant cette scène, il s'est rendu compte que cet homme, puisqu'il est blanc, il pourrait aller à l'infini avec sa tondeuse, et que, en fait, il a le droit à tout le terrain ou toute la terre qui est autour. Tandis que s'il était noir, il n'aurait même pas eu à voir ce bout de la pelouse. Et que c'est ça la différence. Et puisqu'il photographiait cette ville s'appelle Boksburg, qui est une ville typique de la classe moyenne blanche, à l'époque, il l'a photographié peu après avoir photographié pendant plusieurs mois Soweto, donc le township noir de Johannesburg, l'un des townships. Il a réalisé qu'en fait la notion de territoire n'est complètement pas la même, et que ce rapport à la terre est crucial pour le système de l'apartheid, parce que tout le monde n'a pas le même droit à la terre. Deuxième exemple, pareil, un escalier pas du tout aussi anodin qu'il peut en avoir l'air. Oui, c'est même aujourd'hui en venant ici, je prenais des escaliers comme ça pour changer de métro, où justement il y avait une barrière au milieu. Donc on se sent, c'est une division typique pour gérer le flux des personnes. Sauf que ce qui est frappant, c'est que si on connaît le lieu, c'est le Gamka. C'est une ville de 2-3 000 habitants, donc normalement il n'y a pas des foules qui passent cette passerelle. Et pour un Européen, ça ne dit pas grand-chose. C'est une photographie comme les autres. Pour quelqu'un qui vient de l'Afrique du Sud et a une mémoire de l'apartheid,
il peut décoder assez facilement cette structure-là, enfin cet escalier-là, et il sait qu'à l'époque de l'apartheid, cet escalier était fait pour séparer le passage des Blancs et des personnes d'autres races, et qu'il y avait des pancartes qui indiquaient qui a le droit de passer par où. Oui, et qui s'inscrit donc dans un travail plus vaste intitulé Structure. On pourrait dire aussi infrastructure, c'est-à-dire comment les architectures, les voies de communication ont figé, au fond, des moments politiques dont, même si les structures politiques n'existent plus, les effets sont encore sensibles. Oui, ce qui est normal. Enfin, on vit tous dans l'histoire se fait et les traces de l'histoire restent. Mais pour moi, c'était frappant parce que tout au début enfin, il n'était même pas photographe, il avait 22 ans. Il essayait de devenir photographe, mais ça n'a pas marché à l'époque. Et il a fait en 1952 une photographie qui montre un homme noir qui monte l'escalier comme celle-ci. En haut, il y a un policier, il est refusé par ce policier, il doit redescendre et prendre l'autre entrée. Et ça m'a tellement frappée que cette série-là, elle est montrée aussi juste près de cette photographie-là, qu'on comprend un peu le phénomène de sa photographie, que ce qui semble innocent ou normal, dès qu'on commence à creuser un peu l'histoire et dès qu'on commence à se poser la question, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire ces formes-là, ça s'avère plus compliqué. Troisième image, on est en 1984 et ça s'inscrit dans une série beaucoup plus vaste que présente l'exposition. C'est une photographie de la série Transported de Kwandebele et cela parle des personnes qui doivent passer entre 6 et 8 heures par jour, tous les jours, pour aller de leur domicile pour travailler à Pretoria. Et c'était une commande que ensuite David Goldblatt a intégrée dans son travail personnel, ou travail d'auteur. C'était une commande d'une association américaine qui faisait une enquête sociologique sur le taux de la pauvreté dans la société noire en Afrique du Sud. Il y a 20 photographes sud-africains qui ont été commandés de faire des histoires ou des photographies autour de cela. Donc pour moi, c'est un exemple justement de David Goldblatt aussi qui échappe à la notion du style. Et en même temps, parce que c'est une histoire très condensée, c'est en 15 ou 16 images, peut-être un peu plus, une histoire, voilà, quelques heures de la vie de ces hommes et femmes noirs qui sont obligés de se déplacer pendant des heures, qui n'ont pas de vie privée. C'est ça, si on part d'un départ à 3 h du matin et d'un retour à 23 h. Oui, même plus. Alors, on fait un bond dans le temps et dans l'histoire d'ailleurs, puisque là, on est sur le campus de l'Université du Cap en 2015. Oui, c'est une photographie qui est, comment dire, assez douloureuse pour Goldblatt, parce que ce qu'on voit ici, c'est une foule qui observe le démantèlement d'une statue de quelqu'un qui était colon, qui représentait les autorités britanniques au XIXe siècle, ou à la fin du XIXe siècle, mais qui en même temps était le fondateur de l'université de Cape Town. Cecil Rhodes. Cecil Rhodes. Et il y a un des étudiants, il y a un certain groupe d'étudiants qui se sentaient offensés par ce monument-là. Et après des protestations, après des discussions, cette statue est enlevée. Et c'est une scène qui fait partie des événements qui duraient pendant plus longtemps à l'université de Cape Town, qui ont eu pour l'effet l'enlèvement et la destruction d'un certain nombre d'œuvres d'art de la collection de l'université, les œuvres qui étaient jugées comme offensives vis-à-vis des personnes non blanches. Le problème, c'est que souvent, comme dans le cas d'Afrique du Sud, les choses ne sont pas si simples que ça. Par exemple, entre autres, une photographie d'une femme blanche qui était leader d'un mouvement de défense des personnes noires a été brûlée. Donc, parce que les jeunes ne connaissaient pas l'histoire de cette femme-là, elles ne savaient pas de qui il s'agissait. Et il y a plusieurs paradoxes de ce type-là dans cette histoire, et David Goldblatt était très bouleversé par la violence de ces événements-là. Et voilà, il photographie cette scène. C'est un des rares exemples où il se rend sur place quand il y a un événement. Normalement, c'est le type de situation qu'il évite.
Oui, il faut ajouter qu'en plus, la statue avait été auparavant maculée extrêmement. Oui. Alors, c'est une exposition globalement en noir et blanc, mais parfois un peu de couleur. Oui, c'est vrai qu'elle aurait pu avoir un peu plus de couleur, mais c'est comme ça. C'est une des photographies en couleur qu'on voit dans l'exposition et je pense qu'elle explique très bien le phénomène de couleur chez Goldblatt. Chez lui, l'introduction de la couleur est liée à un changement de rapport à la réalité d'Afrique du Sud. Il commence à faire des couleurs quand il est content de ce qui se passe autour de lui et quand il veut se rapprocher de cette réalité-là. Et pour lui, le couleur, la photographie est plus réaliste s'il est en couleur. Et c'est pour ça qu'il passe pendant un certain temps aux couleurs. Les dernières années, il est revenu au noir et blanc. Et ici, on voit le centre commercial à Soweto. Et pour Goldblatt, c'est un symbole positif des changements parce que la personne qui est le propriétaire de ce centre-là était un commerçant du temps de l'apartheid à Soweto et il pouvait avoir juste une petite boutique. Il ne pouvait pas développer son entreprise. Par contre, c'était quelqu'un qui était assez doué un entrepreneur doué. Et après la chute de l'apartheid, il a pu développer son entreprise et il a fini à avoir ce centre commercial énorme qui est au milieu de Soweto, qu'on a visité avec David. On était les seuls blancs dans le lieu et qui est effectivement assez impressionnant. D'autres photos, plein d'autres explications aussi, y compris par David Goldblatt lui-même. C'est au Centre Pompidou jusqu'au 13 mai prochain. Merci beaucoup d'avoir fait un passage par les studios du Passage Brelon. Merci. Merci.